Ça y est, le rendez-vous est pris, vous le savez, vous êtes nombreux à suivre la RTNC2 Développement pour votre émission, votre magazine Face au public. Pour ce numéro, nous recevons quelqu'un qui mérite le droit de voir les projecteurs être braqués sur lui. Il s'agit du pasteur Jean Toto Chabani Hassani. Il s'est lancé dans la scène politique, vous avez bien entendu dans la présentation, il s'agit d'un pasteur. Alors, je vais vous laisser découvrir sa vision par rapport à la sphère politique de la RDC. Comment parvient-il à jongler église et domaine politique? Messieurs et dames, c'est tout de suite dans Face au public. Vous êtes partout à travers le monde. Vous allez découvrir le pasteur Jean Toto Chabani Hassani. Voilà, suivez. Je suis Monsieur Jean Toto Chabani, je suis pasteur de l'église Centre de la Vie de Dieu, Zoé située à Nguiringir sur Bondo numéro 82. Je fais le droit et les relations internationales, je suis avocat près la cour d'appel du Congo central. Parce que nous sommes probablement la dernière génération qui est en train de vivre la RDC dans ses frontières actuelles. Si nous ne faisons pas attention, nous ne serons plus une république avec les frontières actuelles. Chaque Congolais qui a encore l'espoir de voir ces pays continuer à vivre dans l'unité doit s'élever pour agir. Et après avoir regardé toutes ces choses, j'ai pris la décision de ne plus être un spectateur, mais j'ai pris la décision d'être un acteur, de me lancer pour que mon pays puisse être sauvé à travers la politique. Je ne sais pas, quand vous parlez de la réussite n'a pas la même définition pour tout le monde. Si vous posez la question à ces pasteurs que vous venez de préciter leur nom, ils vous donneront certainement la définition de la réussite à leur manière. Ils pourront vous dire qu'ils ont réussi parce que l'un des pasteurs que vous avez précité, il a été élu, il a exercé son mandat de député national pendant 5 ans à ma connaissance ou un peu plus. Donc je ne pourrais pas parler à sa place. Mais ce que je peux dire, je suis Monsieur Chabani, je suis le mari de ma femme, je suis le père de mes enfants, je suis pasteur d'une église et je suis le président du parti politique Le Congo d'abord. Donc le même individu peut faire plusieurs choses à la fois. Donc qu'il n'y ait pas le mélange de genres, qu'il n'y ait pas une confusion de personnes en disant que comment je peux être pasteur, concilier le pastoral et avec l'homme politique. Quand je suis dans mon église où je suis pasteur, je me comporte comme pasteur. Quand je suis sur le terrain comme un homme politique, je me comporte comme un homme politique en gardant mes valeurs d'un enfant de Dieu et de serviteur de Dieu. Nous sommes en pleine construction, comme vous le savez. Si le départ est bien défini, on peut bien atterrir. Donc nous sommes en pleine construction de notre parti, surtout au niveau administratif. Nous sommes en train de finir les documents pour que nous n'ayons aucun problème, avec l'État, parce que nous vivons dans un pays où il y a une administration, il y a des choses à suivre. Donc là, nous sommes en pleine construction de documents que nous devons déposer. Je pense que d'ici 3 à 4 semaines, tout sera fin prêt et nous allons nous lancer. Probablement, nous reviendrons encore sur vos chaînes pour lancer la sortie officielle.
Depuis le premier jour où nous avons lancé par le Voix social ou par les réseaux sociaux, nous avons déjà eu plus de 350 adhérents. Donc les gens qui nous ont écrit de partout, de Lubumbashi, du Congo central, de Kinshasa, plus de Kinshasa et quelques personnes de la diaspora qui nous ont déjà écrit et que nous sommes en train de lister. Nous les avons tous mis sur une liste et au moment opportun, nous permettons à toutes ces personnes de venir, ceux qui pourront postuler pour le bureau politique ou d'autres niveaux d'organigramme de la structure seront le bienvenu et puis nous regarderons la compétence de la personne, le valeur morale de personnes qui voudront participer ou accompagner le parti dans l'avenir ou dans ces voyages que nous faisons de la conquête du pouvoir. Alors, comme je l'ai dit dans une émission précédente, nous sommes des libéraux, donc nous sommes plutôt du centre-gauche. En termes de valeurs ou de l'idéologie politique, nous penchons plus du côté gauche, mais cette gauche qui conserve un peu de valeurs parce que étant croyants, nous conservons des valeurs, nous n'acceptons pas tout, pas des libertinages, mais nous conservons des valeurs familiales, des valeurs de la société. Donc en termes de l'idéologie politique, nous sommes plutôt du côté gauche que du côté droit. Le grand problème, c'est que la coalition de foi, il faut comprendre que le pouvoir en RDC, il n'y a aucun parti qui peut parvenir au pouvoir seul depuis les années 60. Donc il y a toujours des coalitions. Malheureusement, comme vous le savez, quand il y a un gouvernement de coalition, ce sont les autres partis qui vont se coaliser avec le président qui est élu pour voir comment mettre leurs projets de société ensemble afin de gouverner ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle la coalition préélectorale. Comme l'UNC a fait avec l'UDPS, on va se concerter pour voir comment nous pouvons aller conquérir le pouvoir ensemble et travailler. En ce que je sache, malheureusement, ces choses ne se font pas sur base des valeurs ou de l'idéologie politique, mais c'est par rapport au poids pour voir comment on peut le faire. Mais c'est ça la difficulté même que nous avons aujourd'hui dans notre politique. Comme vous l'avez dit, vous prenez par exemple, si je ne peux que citer les noms, MLC qui est de droite, mais qui a coalisé aujourd'hui avec l'UDPS, dont l'ancien président de l'UDPS qui est le président de la République actuelle, mais qui sont en train de travailler ensemble. Ça pose déjà un problème parce que l'idéologie de la droite n'est pas l'idéologie de la gauche. Et nous devons aussi revenir sur ces fondamentaux pour qu'il n'y ait pas ces genres de choses. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de temps crête dans la politique, des gens qui changent des casaques tout le temps parce que d'abord sur base de l'idéologie, non pas la même idéologie et ça va poser un problème. C'est pour cela nous ne voulons pas nous prononcer. Nous l'avons déjà dit que nous sommes des libéraux, nous sommes plutôt du centre-gauche et nous pouvons plus travailler avec les gens du centre et les gens qui sont de gauche. Comme on a vu autrefois, il y a quelques temps, PPRD a travaillé avec l'UDPS parce que dans l'idéologie politique, les deux sont de gauche. Donc ça pouvait marcher. Après, il y a eu les problèmes de politique, de politiciens. Donc c'est arrivé, ce qui est arrivé. Mais nous cherchons, si demain nous devons aller en coalition, je ne parle pas d'un gouvernement de l'Union nationale parce que l'Union nationale, c'est une ouverture où on prend tous les partis, même la société civile, les forces vives du pays. Mais si demain nous devons coaliser avec un parti pour les élections, ça peut être au niveau du Parlement ou au niveau présidentiel, nous devons plutôt aller avec les gens qui ont l'idéologie de la gauche. Pour le Congo d'abord, je crois que vous avez remarqué, vous êtes Congolais, et la preuve en est que nous la voyons aujourd'hui, plus personne ne parle de Bukavu, de Goma. Maintenant, les gens commencent à parler partage du pouvoir. Et ceux qui sont longtemps dans le pouvoir commencent à réclamer leur poids politique.
on a oublié les Congos. Vous remarquerez dans les débats politiques congolais, c'est lié sur les hommes. Si ce n'est pas l'ancien président, c'est le président de l'Assemblée, c'est l'ancien ou le président actuel. Les gens parlent plus d'individus et les gens ont oublié le Congo. Et nous avons fait le choix de parler d'abord du Congo, de la République. Et nous avons vu comment la République a beaucoup saigné. Et pour résoudre le problème, notre priorité sera d'abord la sécurité de nos frontières. Nous avons 9 frontières et nous sommes 7e dans le monde, 7e pays du monde qui a plus de frontières. Nous devons sécuriser nos frontières. Nous devons avoir, deuxièmement, après avoir sécurisé nos frontières, nous devons aller dans une intégration régionale pour permettre aux pays frontaliers qui nous attaquent et voir comment nous pouvons vivre ensemble et avec la liberté de circulation des biens et de personnes. Mais pour y arriver, nous devons d'abord sécuriser. Dans la sécurité, nous devons protéger nos frontières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rien qu'avec le Congo-Brazza, nous avons plus de 2000 km de frontières fluviales et nous devons avoir de très bonnes relations. Je prends l'exemple des ambassadeurs que nous pouvons envoyer dans la région ou dans la sous-région. Doivent être des ambassadeurs aguerris que par rapport aux ambassadeurs qu'on peut envoyer en Grèce, parce que notre premier ennemi, ce sera l'ennemi qui est voisin à nous. Et nous devons avoir de très bonnes relations avec nos voisins. La sécurité, comme je le disais, la sécurité attire les investisseurs. Si vous n'avez pas une bonne sécurité, aucun investisseur ne viendra. Moi-même, tant qu'un investisseur, si je veux mettre mon argent, la première des choses que je chercherai, si ça tourne mal, comment je vais récupérer mon argent? Et il faut une sécurité, il faut une bonne justice, la célérité dans la justice dans les dossiers. Et dans le pays où il y a l'impunité, les gens continueront à commettre toujours le même bêtise, le même bévue. Et quand il n'y a pas la justice, une nation ne peut pas s'élever. Et quand je parle encore de la sécurité est globale. Nous allons passer dans l'identification nationale. Il faut savoir qui est congolais. Nous ne savons pas aujourd'hui qui est congolais et c'est ce qui nous pose aujourd'hui le problème que nous avons, tous ces problèmes de guerre. Nous devons savoir qui est congolais à partir de l'identification nationale. Il faut identifier les Congolais. Sur base de l'identification, moi j'ai 5 enfants. Sur base de mes 5 enfants que j'organise mon budget. Si nous ne savons pas il y a combien de Congolais, nous ne saurons pas combien d'hôpitaux nous devons avoir dans les pays. Si nous ne savons pas il y a combien de Congolais dans la ville, nous ne saurons pas combien d'écoles nous devons avoir. Sur base de l'identification nationale, que nous saurons que nous sommes 100 millions de personnes par exemple. Alors combien de nourriture nous devons importer pour que tout Congolais puisse manger? Si nous ne savons pas identifier, nous aurons un problème. Notre problème aujourd'hui, c'est l'identification nationale. Et pour l'identification nationale, nous devons avoir un numéro national. À la naissance d'un enfant, je vais accentuer sur l'enregistrement auprès de l'état civil. Dans le pays développé, quand un enfant est né, il faut qu'il soit enregistré au niveau de l'état civil. On lui donne un numéro national qui va accompagner sa naissance jusqu'à sa mort. Lorsqu'on va identifier qui est congolais, ça va permettre au pays de connaître le besoin que nous allons pouvoir, combien d'écoles nous aurons, combien de policiers nous devons avoir pour sécuriser les biens et les personnes, combien d'hôpitaux nous devons avoir parce qu'en cas d'épidémie, rien que dans la ville de Kinshasa, dont nous imaginons nous sommes à 20 millions de personnes, 2 millions de personnes, si 10% des personnes sont touchées, nous avons combien d'hôpitaux généraux? On ne sait pas. Où est-ce qu'on va amener ces gens? On ne sait pas. Donc ça pose un problème. Il faut que l'identification nationale soit notre priorité dans la sécurité. Et dans la sécurité, on aura la sécurité économique, la sécurité, tout ça. Donc, quand je parle de la sécurité, c'est vraiment global. Et la sécurité et la justice seront notre première priorité. Je suis vraiment quelqu'un de très objectif dans la vie. Je l'ai dit dans une émission, la démarche de la SENCO ou de l'ECC avec l'Église catholique, je ne sais même pas si c'est l'Église catholique ou ce sont des individus, parce que là encore c'est un autre problème. Parce que l'Église catholique, ça englobe tous les dirigeants et tous les membres. Est-ce que c'est une démarche d'un groupe de personnes qui représentent l'Église catholique et l'Église protestante? J'ai dit ceci et je répète. Si c'est pour la paix et l'unité
Nous sommes tous d'accord et c'est ce que nous cherchons. Et je pense que le président de la République qui est en train de faire de voyages de gauche à droite, c'est parce qu'il recherche comment retrouver l'unité et la paix dans ces pays. C'est ce que la Senco est en train de faire. A pour but de ramener l'unité et la paix, je le soutiens et je serai derrière la Senco. Par contre, ce que je trouve un peu compliqué, un peu difficile, c'est lorsqu'ils sont en train de faire leur péripétie, leur voyage, et je me pose des questions. J'ai l'impression que ça se situe au ministère des Affaires étrangères. Parce qu'en ce que je sache, ils ne sont pas des représentants de la République, moins encore du président de la République. Quand ils partent, ils représentent qui et ils représentent quoi. Et ça pose un problème. Supposons, je vis une vidéo, ils ont été reçus par le président français. Imaginons que le ministre des Affaires étrangères, en ce moment-là, se retrouve en France. Vous ne voyez pas que ça pose un problème. Au même moment, il faut recevoir le ministre des Affaires étrangères et recevoir aussi un groupe de personnes qui ne sont pas le représentant ni de l'État, ni du pouvoir public. Ça pose un problème par rapport à cela. Et je trouve aussi, ça m'inquiète un peu parce que j'avais entendu l'archevêque, l'ancien président des églises des réveils, l'archevêque Albert Kankens, a dire ceci, que Abbé Cholé ou Monseigneur, je pense c'est comme ça qu'on l'appelle, a déclaré ce que nous faisons, nous le faisons pour le président qui viendra. Et là, ça pose un problème parce que comment ils vont faire pour bouger celui qui est actuellement le président? Parce que ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, si nous partons dans la démarche où nous disons que ce président doit partir, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Mais le problème, nous nous posons, si ça doit se faire, c'est le président du Sénat qui doit conduire la politique du pays pendant au moins au plus tard 120 jours pour organiser les élections. Et techniquement, nous n'avons pas le moyen pour organiser les élections dans les 120 jours, ni les moyens financiers, ni les moyens techniques. Nous n'avons pas ces moyens-là. Donc ça pose un problème. À mon humble avis, nous devons respecter la logique des institutions jusqu'à ce que le président arrivera à terme de son mandat pour que nous passions encore dans un passage du pouvoir pacifique pour ne pas retourner encore en arrière. Ça, c'est ma logique. Pour l'instant, c'est ça ma logique. Je pense que s'il faut faire pour le président qui viendra après, ça pose un problème, c'est que nous n'avons pas assez d'éléments pour juger la démarche de Senco. C'est une question pertinente et il faut bien écouter ma réponse. Aujourd'hui, par exemple, je vois le garde des Sceaux qui dit qu'il faut avoir une carte, un permis pour exercer le culte. Pourquoi pas on impose ça à l'Église catholique? On va me dire, par exemple, c'est l'accord du siège. Parce qu'il y a eu un accord du siège entre l'Église catholique quand ils arrivent, au fait, le Saint-Siège, pour nuancer l'Église catholique et le Saint-Siège, quand ils arrivent dans un pays, ils signent un accord, comme je viens de le dire, où ils peuvent exercer aussi leurs activités ecclésiastiques avec beaucoup de facilité. Là où je soutiens l'Église catholique, parce que l'Église catholique met du sérieux dans des collectivités où l'État est absent. Et l'État lui donne de moyens. Je vais vous signaler ici, ce n'est pas l'argent de l'Église catholique. Vous avez entendu, le VPM, Jean-Pierre Bemba, a dit dans une chaîne de la République, il a dit qu'on a loué 2 millions de dollars aux églises catholiques. Bon, ce n'est pas un cadeau, c'est parce qu'ils sont en train d'accompagner l'État. Parce que l'État est absent dans ces localités et ils ont déjà des structures et de base. Ils ont déjà des écoles qui sont existantes, des hôpitaux qui sont existants et on leur donne le moyen pour rendre cela encore meilleur. Pour rendre cela meilleur. Mais vous connaissez quelle église l'État a donné 1 million de dollars? L'église des réveils qu'on a donné 1 million de dollars. On a été reçu par le président. En fait, je ne réclame pas tous les pasteurs. Moi, j'étais même en déplacement. On m'a demandé de venir. Nous sommes partis. On ne nous a même pas donné 1 dollar. Nous sommes allés, on nous a même pas... En fait, je ne suis pas en train de réclamer parce que c'est cette pratique que nous devons aussi combattre. Ce n'est pas à chaque fois qu'une autorité vous reçoit, on doit préparer une enveloppe pour vous. Non,
Donc il n'y a pas l'argent à gaspiller, on cherche l'argent déjà pour le fort des guerres. Je voulais simplement dire que quand on est reçu par... j'ai été reçu pour la première fois, on a été reçu dans le groupe, pour ne pas dire moi en tout cas, mon exemple, en tout cas, je ne suis pas sorti de là avec $1. S'ils ont donné à d'autres, je ne sais pas, mais on ne m'a rien donné. Alors, vous ne pouvez pas comparer les comparables. Il faut qu'on arrive d'abord à nous donner le moyen. Et pour qu'on nous donne aussi le moyen, il faut que nous soyons sérieux. Il faut que nous ayons déjà des structures. Donc, avoir déjà des structures pour les écoles, les hôpitaux. Et en ce moment-là, l'État peut vous accompagner. Là, je félicite l'Église catholique pour le sérieux qu'elle est en train de mettre dans sa structure-là. Et l'État trouve un partenaire sérieux et l'État lui donne de l'argent. Mais que l'État essaie aussi de nous donner et voir. Et après, il pourra nous juger par rapport à cela. Premièrement, mon message au pouvoir public, j'étais parmi les premières personnes qui a dit et qui a parlé à travers les réseaux sociaux au président de la République d'ouvrir la fenêtre d'Overton et de ne pas faire un discours capaccio bene volentiae, mais de vraiment d'ouvrir la fenêtre d'Overton, d'être vrai avec son peuple et avec toute la force vive du pays. C'est lui le garant de l'unité. C'est à lui d'appeler l'unité, ce n'est pas aux autres de venir vers lui. C'est à lui d'appeler les uns et les autres pour dire « Voici notre pays, nous passerons, mais nous laisserons ces pays à nos enfants et à nos petits-enfants. Regardez comment nous sommes menacés, nous sommes attaqués. Nous devons nous mettre ensemble, mettre nos conflits vraiment loin de nous et que nous cherchons d'abord à trouver la solution. Et après, si vous avez des choses que vous me reprochez, nous reviendrons et vous me reprocherez cela. » C'est ce que moi j'ai demandé aux gens. On ne doit pas obérer le président de la République. Je ne suis pas en train de les dédouaner, mais il ne faut pas qu'on puisse obérer, ça veut dire mettre tout le poids de la guerre sur le président parce que cette guerre est un héritage pour lui. Il a hérité cette guerre, c'est depuis 30 ans. Il essaye tant bien que mal avec certaines erreurs pour trouver la solution et il ne trouve pas. Mais nous devons coaliser nos forces pour l'accompagner parce que c'est lui qui est en tête, l'accompagner pour retrouver la paix et l'unité. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire dans ces pays. Et nous devons nous mettre ensemble. Nous devons laisser nos différends vraiment très loin de nous pour que nous nous mettons ensemble afin de trouver d'abord la paix et revenir sur nos conflits politiques après. Et aussi, le président a déjà demandé à ce qu'il y ait une ouverture. Un gouvernement d'union nationale, pas de la coalition. Mais j'ai l'impression, depuis une semaine, on ne reçoit que les gens de la coalition. Ce n'est pas un moyen de faciliter le président de la République. Ouvrez, faites une grande ouverture pour que ce ne soit pas un gouvernement bis de la coalition, mais un gouvernement d'union nationale. Appelez les forces vives. Prenons une autre classe politique, d'autres visages qui peuvent aussi apporter leur expertise. Il y a beaucoup de jeunes intellectuels. On a beaucoup de gens qui ont des compétences dans ces pays. Faites entrer ces personnes-là. Peut-être ces personnes pourront nous apporter une expertise qui pourra aider notre pays. Et in fine, comme on dit en droit, je vais appeler la population de ne pas avoir peur. Nous devons serrer nos coudes. Nous devons serrer nos poings. Nous devons nous battre pour récupérer la paix et l'unité dans ces pays car c'est essentiel pour notre survie tant que peuple. Que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse nos autorités qui nous dirigent. Voilà, messieurs et dames, c'était un plaisir d'écouter ce nouvel acteur qui s'est lancé dans la sphère politique de la RDC. Prochaine échéance électorale pour le pays, sauf imprévu 2028, et on saura davantage ses ambitions politiques, sauf imprévu. Il reviendra encore ici pour fréquenter notre équipe de Face au public. Question de vous donner cette fois-là, ça sera ces nouvelles stratégies politiques. Comment compte-t-il s'y prendre pour réussir au prochain scrutin? Voilà, Face au public, c'en est donc fini. On se retrouve, évidemment, vous le savez, au prochain numéro et avec un nouvel ou une nouvelle acteur socio-politique. Merci.